dans l'âme aujourd'hui ce soir. On y va sur Rainer. Alors, Rainer Füllmich, qui est-il déjà? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a on a préparé une introduction. On a notre ordre. Je fais la introduction avant que toi. Je vois monter. La première chose, c'est le sauveur. Parce que pourquoi est-ce qu'il est là comme sauveur? Je le tease, je le dirai après que Caroline ait un petit peu présenté ce qu'on a fait. Mais pourquoi? En fait, nous, on ne l'a pas vu comme sauveur. Son action et tout ce qui s'est passé autour de lui révèle précisément ce qu'on a dit. C'est pas lui en tant que sauveur, c'est que lui, mais je dirais pourquoi, dans le thème du sauveur, il est central. Pas comme sauveur, mais vous allez voir pourquoi. Mais avant ça, il faut qu'on le présente. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin parmi ceux qui écoutent, je pense que tout le monde le connaît en 2 mots, mais toi après tu vas raconter l'histoire. C'est donc un avocat qui était à la fois avocat au barreau allemand à Göttingen, qui a fait, ses camarades de classe nous l'ont raconté, parce qu'on l'a rencontré avec Kerstin, on a rencontré quelqu'un qui le connaît depuis très très longtemps. Et Kerstin, donc je dirai tout à l'heure qui est Kerstin, pour lui rendre bien hommage. Et donc Rainer est à la fois au barreau allemand à Göttingen et au barreau californien. Il a fait les 2 études. N'oublions pas, ce sont 2 droits très différents. Il a gagné des grosses affaires. Je vais y arriver, j'y arrive. Il y a la common law, anglo-saxonne qui est basée, je résume très vite, sur la jurisprudence, et la civil law, ou plutôt le droit romain en quelque sorte européen, qui est basé sur l'établissement du droit. La politique fait le droit et fait des codes. Le code Napoléon, le droit romain, enfin toutes ces choses. Bon, et ce sont 2 manières de penser la justice. Rainer a travaillé dans les 2. Il était dans les 2 barreaux, aussi bien en Californie qu'en Allemagne. Et il a gagné dans sa vie, pour ceux qui ne connaissent pas, 3 très gros procès contre Volkswagen, contre Deutsche Bank et contre Kuhn und Nagel. Donc Kuhn und Nagel, entreprise de fret très importante, 3 entreprises multinationales. Grosses affaires. Voilà. Mais avant de... Là, il est en prison, il vient d'être condamné de manière inique, on dira pourquoi. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui a fait les comités Corona en 2000, tout ça je viendrai, mais on va commencer, Caroline va nous dire le travail qu'on a accompagné à partir du moment où on a su qu'il était sous accusation et en difficulté. Je dirai après pourquoi, on a tout de suite été à ses côtés. Et là, tu vas nous raconter toute l'histoire de son arrestation. Oui, on a aussi été à ses côtés parce que toi, tu le connaissais, tu l'avais rencontré et que tu nous as tout de suite dit c'est un type bien, attention, il faut creuser cette histoire parce que ce dont on l'accuse, ça semble un peu cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc. Et c'est marrant parce que vous allez voir dans l'histoire, il y a un certain nombre de mots-clés qui vont ressortir. Et en fait, donc, il vient d'être condamné, là, le 27 avril. Le jugement, c'est pour abus de confiance. Donc, on va dire le prétexte. Parce qu'il a levé des fonds, il a fait un crowdfunding. Voilà, on va expliquer pourquoi. Donc la condamnation, c'est pour abus de confiance. Le prétexte, c'est qu'il aurait emprunté sur les fonds qui venaient des donations, donc les fonds du comité Corona, qui venaient des donations des gens qui voulaient soutenir la cause. Ils voulaient faire une classe action, c'est ça. Voilà. Rappelle ce que c'était les comités Corona, quand même. Oui. C'est vrai qu'on se rappelle pas forcément. Voilà, mais il faisait une émission qui durait. Audience, c'est plus que ça, c'est des audiences quand même. Oui, mais au départ, il y avait une émission qui était filmée, que tout le monde regardait. Je crois que c'était le vendredi, je sais plus, enfin c'était une fois par semaine. Ça durait 3-4 heures et il expliquait, il faisait venir des gens, des témoins, des experts, des juristes, des lanceurs d'alerte. Il a fait la plus grosse entreprise de vérité de nous tous. Voilà. Okay. C'est énorme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir les liens, on aurait peut-être à voir. Mais c'est vite trouvé sur les comités Corona. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Il a divulgué un nombre d'informations, il était suivi dans toute l'Europe. Gars et son équipe. On va parler de Viviane aussi tout à l'heure. Ce qu'ils ont fait, c'est le travail de vérité absolu dans la résistance. Le plus gros travail. Il y a la preuve d'un coup d'État mondial de grande ampleur. Donc comme ça, on a le contexte. Voilà, il a fait ce qu'on a appelé le grand jury, c'est-à-dire rassembler tous les experts pour rassembler toutes les preuves. Mais en fait, donc, ils s'étaient regroupés à 4 avocats. Essentiellement, on connaît Rainer et Viviane Fischer, qui apparaissait souvent avec lui, mais qui parlait moins. C'était vraiment lui le porte-parole. Il y avait 2 autres avocats qui étaient dans l'aventure, qui étaient un peu en retrait, en arrière-plan. Donc, pour faire leur action,
Ils ont fait appel à des donations, ils ont récolté beaucoup d'argent et à un moment, il y a eu vraiment des menaces sur les comptes des mouvements alternatifs, peur que les comptes soient saisis, bloqués. Donc, ils ont souhaité mettre l'argent en sécurité. Ils ont mis une grande partie qu'ils ont convertie en or et une autre partie qu'ils ont gardée en espèces. Et sur cet argent, Rainer a décidé de faire un emprunt. Donc, il a pris une partie de l'argent en l'empruntant au comité Corona. Viviane Fischer en a emprunté aussi une somme moindre. Donc, ils ont fait des contrats en expliquant qu'ils rembourseraient au comité Corona dès qu'il aurait vendu une maison qu'il avait en Allemagne. Donc, il y a des papiers, il y a des contrats. Il n'a pas fait ça en cachette. Okay. Voilà. Donc, après, on peut penser de ce qu'on veut de cette idée, mais il y avait des contrats, sauf que devant le tribunal, les juges ont estimé que ces contrats étaient fictifs. Ah, ok, d'accord. Contrat fictif, ça vous dit quelque chose quand on veut éliminer quelqu'un. Et donc, c'est sur cette base-là qui s'est fait attraper, quoi. Enfin, en tout cas, qu'ils lui ont... En tout cas, c'est en fait, au départ, ils lui ont... je crois qu'il y avait 18 chefs d'accusation contre lui. C'est beaucoup, quand même. C'était beaucoup, oui. C'était un peu, vroom, je tire dans tous les sens, et bien une flèche qui va arriver dans la cible. Donc, il y a celle-là qui est arrivée jusqu'à la cible. Mais, en fait, l'histoire qui est vraiment intéressante, elle est survenue pendant le procès. Parce qu'il y a un dossier confidentiel qui a fait jour, qui a été transmis à l'un des avocats de Rainer. Ce dossier provenait alors soit du BKA, donc le renseignement intérieur allemand, soit du BNA, la police criminelle. L'équivalent, du DGSI français, ou l'ancien RG français, ou de la BSR belge, comme ça. Tout à fait. Et donc, cette partie est caviardée, donc on voit le B, mais après les deux autres lettres, on ne les voit pas. D'accord. Et donc, ce document montre que donc les services, on va les appeler les services, avaient monté un dossier sur Rainer depuis l'été 2021. Ah oui, ok. 1 an avant son arrestation. 2 ans avant son arrestation. Voilà. 2 ans, okay. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? On voit que Rainer est désigné comme une menace potentielle à la sécurité publique Rien que ça. Et aux valeurs démocratiques. Ah ben normal. Voilà. Et donc, ce qu'il préconise, parce que en fait, Rainer souhaitait faire de la politique. Donc, c'est publiquement, voilà. Donc, ils estiment, qu'ils préconisent qu'il faut absolument l'empêcher d'accéder à des fonctions publiques, à des fonctions politiques, et limiter son influence en discréditant ses actions. Et donc, parmi les recommandations qu'on trouve dans ce dossier, il y a le fait d'infiltrer son entourage, d'engager une procédure pénale et de coopérer avec le ministère public dans le but de préparer son inculpation. Sous n'importe quel prétexte. C'est-à-dire qu'il y a dans le document, ils disent... Bon, c'est dit, il faudrait trouver la phrase exacte. C'est pas dit exactement comme ça, mais bon. C'est assez dit, il faut trouver quelque chose. Il faut... l'attraper, on le surveille, on essaie de l'attraper, quel que soit, il faudrait revoir exactement la traduction allemande, mais c'est quasiment, il faut trouver le bon prétexte. Il voulait le choper coûte que coûte. On disait ça. Le gars, internationalement, il est en train de faire la vérité sur la pandémie, sur ce qui est en train de se passer. En plus, il voudrait peut-être connecter ça avec une action politique. Imagine le gars. Donc, trop risqué. Donc à ce moment-là, il faut l'arrêter sous n'importe quel prétexte. Et ils vont l'attendre, et voilà. Voilà, donc ils estiment qu'il a effectivement, c'est quelqu'un qui a des followers, qui est connu, qui sait vraiment motiver les gens. Qui est crédible. Voilà, qui passe bien, qui parle bien, qui est entendu. Et donc, à ce titre-là, il est dangereux. Et donc, ce qui va se passer, donc, si on reprend infiltrer son entourage, c'est quand même intéressant que la plainte va être déposée par ses anciens associés. 2 de ses anciens associés. Oui, pas Viviane. 2 de ses anciens associés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'un des associés, a priori, dira je signe la plainte, mais il faut pas laisser Rainer parler avant le procès. Il ne faut pas le laisser s'exprimer avant le procès. Okay. Donc, alors je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de l'histoire de son arrestation. Il était au Mexique, il perd son passeport. Son passeport disparaît, donc il doit en redemander un autre. Il a donc un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne pour aller récupérer un nouveau passeport.
Et donc là, il y a un comité d'accueil qui, lui, il dit ça, qui le kidnappe et le ramène en Allemagne. Alors, il dit kidnapper parce qu'on s'en rendra compte qu'en fait, il n'y a pas de mandat d'arrêt international. Il y avait quand même, une red notice Interpol. C'est-à-dire que sur Interpol, donc attendez, pour un gars qui aurait bougé des fonds, on ne sait pas trop, et peut-être c'est pas propre sa comptabilité dans le truc de con, il y a une red notice d'Interpol. Ah ouais, on y croit. Alors quand tu dis kidnapper, c'est qu'il y a des gens qui l'ont obligé à le suivre. Voilà. C'est-à-dire que depuis l'ambassade, il a été escorté à l'aéroport. À l'aéroport, il a été escorté dans l'avion. Et à l'avion, il a été escorté jusque sur le tarmac. Et là, on l'a arrêté officiellement. Il est kidnappé pour être amené en Allemagne où il est arrêté. Il est kidnappé, tout est illégal. Hein. C'est illégal. Il y a toute la panoplie d'une action illégale. Bon, ce serait un terroriste, je comprendrais. Mais il a été traité comme il est traité comme un terroriste. C'est ça qui est. Il y a un aveu dans le traitement qu'il subit depuis lors. Il est traité comme le plus dangereux des terroristes. Donc quelque part, l'État allemand avoue qu'il est un terroriste. Oui. Et donc effectivement, il va être placé dans une prison de haute sécurité. En plus, c'est sympa. Pour terroriste. Voilà. Et donc, on a eu un entretien avec son avocate et on lui demandait, mais est-ce que vous vous doutiez de ce qui allait se passer dans ce procès? Et bien qu'elle... C'était une habituée parce que c'est une avocate qui a défendu beaucoup de gens dans le cadre du corona, elle a défendu des enfants, elle a défendu des médecins. Elle a dit non, on pensait réellement avec ce qu'il y avait dans le dossier et qu'il allait être libéré très vite. Parce que même s'il a fait un détournement de fonds, on ne garde pas quelqu'un en prison de haute sécurité, parce qu'ensuite il va être à l'isolement. Préventivement. Donc, combien de temps il est resté en tout? 18 mois. Là, préventive. De préventive. Maintenant, il va enchaîner sur la condamnation. Là, il est pas sorti. Non, non, il il était condamné. Attendez, vas-y. C'est énorme. Hein, c'est énorme. Quand on tire sur le fil, tu vas voir tout ce qui vient. Wow. C'est énorme. Oui, je sais pas si. Je crois que Michel, tu as donné. Oui, on a fait toute une série d'articles. Oui, parce que pourquoi on va les mettre peut-être un peu plus tard, qu'on termine, parce que nous on l'a soutenu, on a décidé d'être à ses côtés. À un certain moment, je dirais pourquoi. Je ferai cet historique personnel. Il y a un moment où on s'est dit, ok, on se met à ses côtés, on le défend coûte que coûte. Juste pour finir le récap, donc 3 ans et 9 mois de prison. On se demandait avec des gens dans le chat, au début de l'émission, donc il y a 14-15 heures, on se demandait est-ce que ça a été déduit? Il y a eu les 1 an, il a fait 1 an, 1 mois qui a été déduit. Donc il a fait 18 mois. Et sur ces 18 mois, ils ont décidé d'en déduire que 15. En estimant... Donc ça fait partie des 13. Sur 18 mois en prison, ils ont dit, il y en a 5 qu'on compte pas. Qu'on va te faire quand même. Voilà. Qu'il a fait. Oui, ils n'ont pas été déduits. Parce qu'ils ont estimé que les avocats avaient trop fait traîner le procès. Les avocats ont trop. Mais ce qui est intéressant, tu me dis... parce que c'est ma transition. Il est bien d'être dans une prison de haute sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le procès là, nous, on a été surpris, on va vous raconter ça. Ouais. Ils ont avancé tout d'un coup, surprise générale. On s'attendait à ce que le verdict arrive plus ou moins dans le courant mai. Et tout d'un coup, très vite, on a appris, on est en contact permanent avec Kerstin, qui est notre amie. Et on va parler de Kerstin tout à l'heure, parce qu'elle est essentielle, elle travaille avec nous sur ça depuis le début. Ils ont avancé le verdict en disant, bon, ça suffit, les témoins de la défense, on va peut-être pas les entendre, quoi. Sérieux. La défense avait encore plein de choses à produire, les témoins, et ils ont dit non mais c'est bon, on va pas tout entendre. Donc en gros, c'est bon, tu vas pas te défendre. Mais est-ce qu'il faut parler de la procureure Reineke, de la première procureure? Exactement le même procédé qu'aux États-Unis en 1974, quand il y a les manifestations anti-guerre au Vietnam et qui font le procès de ce qui s'appelait les 7 de Chicago, où ils font exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des témoins où on prend d'autres témoins qui n'ont rien à voir, on les et vous faites, mais pourquoi on ne peut pas écouter les autres? Non, on n'a plus le temps. Donc c'est vraiment des procès politiques. Et ça, c'était vraiment... Et le départ est aussi politique. Est-ce que je parle de Reineke, de la procureure Reineke peut-être? Vas-y. Parce que donc au départ, il arrive à Göttingen, dans la juridiction de Göttingen, puisque c'est là qu'il habitait. Göttingen étant une ville universitaire, grande ville de droit. Il donnait cours, puisqu'il est professeur de droit en plus d'être avocat. Et donc, c'est à Göttingen. Et la première procureure, prend les 19 chefs d'accusation, en élimine 18 en disant c'est totalement bidon, elle en garde un en disant bon peut-être que celui-là, elle travaille dessus, et très vite la procureure Reineke, l'accusatrice, dit
Même celui-là, je l'élimine, on relâche Rainer Filmich. Il a rien à se reprocher. Immédiatement, dès qu'elle va rendre cette décision, elle est immédiatement mutée et arrive un jeune procureur, le procureur Jon. Je vais vous le décrire, je l'ai vu dans le salle de tribunal. C'est ça, ce qu'il raconte de par son attitude dans la salle, qui est juste scandaleuse, ça raconte ça. Ça raconte des procès qui ne sont plus de ce qu'on imagine être des procès dans nos pays. Donc la procureure l'accusatrice qui allait le libérer en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il n'y a rien là-dedans, l'accusatrice a été, quand elle allait rendre ce jugement, a été immédiatement, comment on appelle ça, remplacée. Mutée. Voilà, mutée, remplacée. Elle allait prendre des vacances, quoi. Je continue. Ah oui, c'est vraiment une accumulation de petits trucs comme ça. Nous, on a... Et puis, donc, pour moi, ça correspond vraiment à la ligne du dossier, coopérer avec le ministère public. Voilà. Donc, il trouve un jeune procureur qui accepte de faire la sale besogne. Voilà, de mener l'affaire en justice. Et donc là-dessus, ça va être un procès. On va pas. Oui, il y a raconter toutes les histoires. Mais disons que je sais pas si tu as une des unes. Alors j'ai deux photos. J'ai montré un dessin extraordinaire fait justement par notre correspondante sur place. Passe les deux photos, puis on va les commenter. Kerstin. Allez. Donc nous, on a fait en fait, on a attendu. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons dès le départ. Je raconterai ce moment. Je referai l'historique de notre relation presque personnelle avec Rainer depuis le début, depuis la rencontre en 2022, début 2022. Et très vite, moi, j'ai douté de lui 24 heures. Pendant 24 heures, quand il y a eu avant l'accusation, c'est d'abord Viviane, mais j'y viendrai. Pendant 24 heures, j'ai eu un doute. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit non, on va être à ses côtés. Simplement, il fallait trouver un élément. Tu peux pas juste dire, mais attends, il y a un faisceau de trucs en sa faveur, il fallait avoir un élément fort. Et donc, l'élément fort, c'est ce qu'a dit Caroline, c'est notre première, en avril 2024, le coup monté. C'est-à-dire ce document interne des services secrets qui disent il faut choper ce gars-là, quoi qu'il arrive, depuis 2 ans. Donc à partir de là, on sort, et ceux qui n'ont pas encore lu ça, c'est effarant. Donc si vous allez à notre article Un coup monté, vous avez la version anglaise aussi. On a fait à chaque fois version française, version anglaise. Donc ça, c'est le 1, le coup monté. Après, Kerstin, donc aussi, la collaboration avec Kerstin est essentielle. Kerstin est sur place, elle est allemande, elle est très francophone, elle a mis énormément de cœur et d'investissement là-dedans. Et dans le Courtroom Showdown, dans la version française, c'est combatif au procès, Kerstin va nous amener tous les éléments et on essaie de voir comment publier, montrer ce qui se passait à l'intérieur du procès. Donc, dans le 2, on a fait ça. Rainer a fait un message qu'on a publié dans le 3. Là, c'est la vidéo que Kerstin a filmée, extraordinaire moment où elle filme le verdict. Tout d'un coup, une autorisation, la vidéo qu'on a publiée il y a une semaine, où Kerstin a filmé des choses et que j'ai montées, où c'est un moment épatant et incroyable de vérité. Moi qui viens du cinéma documentaire, Kerstin a filmé comme le plus grand des documentaristes. Elle participe, elle parle avec Rainer. Ceux qui voient, je l'ai vu plusieurs fois, je suis bouleversé par ce qu'il a fait dans ce travail, dans le numéro 5. Et le numéro 4, tu peux envoyer la suivante, qui est essentielle. Au début, on pensait commencer par ça, par son traitement en prison. Le gars, vous voyez là, ça c'est Kerstin a dessiné, évidemment elle ne peut pas. À chaque fois qu'il devait quitter la prison pour le tribunal, il le mettait à genoux sur un tabouret, enchaîné. Mais pourquoi ? Il y a un autre, parce que... Pour l'humilier, quoi. Ouais. C'est un terroriste, c'est un homme dangereux, donc d'accord, le mec il est censé avoir détourné un peu de fond dans une histoire et tu le mets comme ça, enchaîné. Et il y a les pieds enchaînés aussi, il était conduit comme un bagnard. Et persécution en prison, on raconte ce qu'il a subi en prison, ce qu'il subit en prison. Et je raconte, et ça Kerstin est en train de travailler là-dessus, elle fait un travail phénoménal là-dessus, parce que même des gens de l'ONU, enfin des instances mondialistes se sont dit c'est quoi ce truc. Donc ça a quand même, cet article a permis d'alerter des gens qui ne sont pas parmi nous. Mais tu n'as pas le droit d'infliger un tel traitement. Mais bien sûr qu'il n'y a pas le droit. Mais c'est ça le truc. Il y avait des jurés en salle. Des gens avec un poison. Non mais ils ont retourné le droit. Tout est comme ça. Il y avait des jurés là-bas. Alors un tribunal allemand, c'est 5 personnes. Le tribunal allemand, c'est des jurés. Alors, les jurés, c'est ceux qui sont en France et ceux qui sont montrés sur chez les Allemands, c'est différent. Il y a un juge principal, le juge. Il y a 2 juges assistants.
et il y a deux juges civils, c'est l'équivalent des jurys. C'est-à-dire que les juges sont accompagnés de 2 citoyens tirés au sort comme voilà, jury. c'est ça, c'est les Donc jurys. c'est un tribunal de 5. Okay. Ça s'appelle pas jury. Ils sont 5 juges, le juge principal, 2 juges. Non, mais c'est pareil. Mais on le verra parce qu'on va publier tout ça. Je dis juste une chose qui est très technique, si je puis dire. Nous allions publier. Donc, Kerstin et moi avons été le visiter en prison. Choquant. On a vu Rainer, moi j'ai revu Rainer, c'était bouleversant, que je n'avais pas vu depuis 3 ans, 2 ans. On l'a vu en prison, on s'est pris dans les bras, on a raconté ça, on a fait une vidéo, Kerstin et moi, à la sortie de la prison. On allait la diffuser, et puis est arrivée la nouvelle du verdict, donc on l'a basculé, et puis c'était indécent de raconter. Mais on va la publier parce qu'on raconte comment il va. Et qu'est-ce qui s'est dit dans cette rencontre? Donc, on voulait juste laisser passer ce moment. Mais on avait préparé, Caroline a fait un travail avec l'avocate de Rainer pour montrer les avocats sont menacés. Ils ont été menacés, ces avocats. Il y a ça, on a 4-5 publications, on va les sortir, mais on doit les réadapter en fonction de ce qui s'est passé avec le jury. On ne pouvait pas tout dire avant parce qu'on s'attendait à ce verdict de merde, inique. Mais donc, on ne pouvait pas le dire et tout ça. Et là, on a une série de publications. Donc, si vous voulez savoir, donc il y a déjà ce qu'on a fait, mais on va continuer. Et on va pas lâcher ça. Hein. On va pas lâcher. Rainer a été une des personnes qui a le plus, c'est la personne qui a le plus fait sortir la vérité pendant ces années. Il est hors de question qu'on laisse tomber un gars comme ça. On peut pas laisser. À tout moment, il faut penser à lui et le sortir de là. Et c'est passionnant parce que c'est encore pire finalement que les 7 de Chicago, qui était quelque chose d'extrêmement choquant. Je sais pas si vous connaissez, mais allez voir si c'est une des affaires où c'était le procès le plus politique, Tu parles d'état de droit et de démocratie. Du XXe siècle aux États-Unis. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu un cas, là, vraiment tout ce que vous me racontez, ça ramène à cette histoire-là. Et en fait, on dirait que la justice allemande est pire dans ce que vous racontez que ce qu'il y avait aux États-Unis. C'était pire que les États-Unis, je finis. Parce que du coup, là, à l'époque, là-bas, il y avait, je crois, ils avaient 15 jurés. Un truc comme ça. Et en fait, il y a un moment donné où, donc, dans les 7 de Chicago, dans les 7, donc, t'as 6 étudiants jeunes qui faisaient des manifestations anti-guerre au Vietnam. Et il y avait un Black Panther qui foutait dans l'eau pour essayer de faire des amalgames entre les trucs. Le gars, il avait rien à voir. Et du coup, il le disait haut et fort dans le procès. Et donc, à un moment donné, le juge, ils ont pris un juge bien véreux qui pouvait manipuler comme ils veulent. Ils ont pris le juge, donc le Black Panther, il s'appelle Bobby Seale. Ils ont pris Bobby Seale, ils l'ont emmené dans une salle en dehors de la salle de procès et ils l'ont attaché, bâillonné, c'est-à-dire on te met une boule de linge dans la bouche, on attache tout ça, on te cloue le bec littéralement et tu ressors. Donc il arrivait dans la salle avec, vous imaginez, la gueule complètement comme ça, tu ne peux pas bouger. Et ça avait tellement choqué les jurés, ça avait choqué tout le monde. Tu as une position comme ça qui avait choqué tout le monde. Et donc là, à ce moment-là, ils ont choisi de faire sortir Bobby Seale du procès, de dire c'est ridicule de garder ça parce que ça avait choqué les jurés. Sauf que là, tu dis qu'il y a 2 personnes qui sont dans le truc. Et donc la justice allemande est largement plus lourde que ce qu'il y avait dans les années 70 aux États-Unis. C'est ça que tu nous racontes là. Ouais, mais je vais y venir. Parce que pourquoi ? Parce que quelque part, Rainer a été abandonné. Par nous. Je ne dis pas par nous personnellement, mais je parle de la résistance mondiale. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait pour révéler la vérité. Il y a une disproportion terrible sur comment il a été en partie abandonné. Alors, c'est plus le cas maintenant. Et attention, chez les francophones, c'est moins le cas. Je parle beaucoup chez les Allemands. Chez les francophones, il y a quand même eu, et on est peut-être, plus que les anglophones ou autres, on est peut-être les plus reconnaissants. Mais globalement, dans le monde, ce type, à l'époque, tout le monde écoutait ce que disait Rainer, le comité Corona. Mais maintenant, je vais faire parce qu'on arrive au cœur du sujet. Donc, je vais raconter l'histoire de notre relation avec Rainer et pourquoi ça nous amène à un thème central de comment, à mon sens, on doit envisager ce qu'est... Pourquoi on ne doit pas compter sur aucun sauveur, mais lui-même l'a dit. Mais je vais y venir. Je vais raconter plusieurs choses. La rencontre, c'était... au fond, c'est grâce à Senta. Au moment où il y a la grande manifestation du Children's Health Defense Europe, en janvier 2022... C'était pas CHD, on a co-organisé. Oui, on m'a demandé d'inviter entre guillemets les figures connues, mais il y avait d'autres gens il y avait quand même d'autres gens qui organisaient le truc. Oui, mais enfin, c'était bon. À ce moment-là, nous, on a pu rencontrer Catherine Austin-Fitz, Rainer Fulmich, toute une série. Vera Sharav. Ma première interview pour BAM, c'est Vera Sharav. Et Vera Sharav est née à quelques années près dans la même ville que mon père. Et quand on s'est aperçu au moment de l'interview, après l'interview, Vera et moi sommes partis
Et on a explosé de pleurs dans les bras parce qu'on a parlé de... Bon, bref, je raconterai ça un jour. Mais Rainer, je le rencontre à ce moment-là. Et pour moi, d'avoir suivi, il me semblait qu'il y avait un énorme malentendu. C'est-à-dire que pour moi, qui ne croit pas beaucoup au juridique, qui croit au primat du politique dans le sens noble, dans le sens de la vie, de la cité, sur le juridique, cette attente de procès, et pour moi, il était finalement assez clair. Et il me semblait qu'il y avait un malentendu. Je ne mesurais pas l'ampleur de ce malentendu. En écoutant ces diverses interviews, donc je vais voir Rainer et je lui dis, j'aimerais bien vous interviewer, moi je viens du cinéma, j'aime pas trop les zooms, j'ai pas envie de faire des zooms. Est-ce que on peut venir vous voir à Berlin? Et on le fait là, chez vous, là où vous êtes, à Berlin, là où vous faites votre comité Corona et le grand jury qui allait suivre. Et on passe du temps ensemble et on prépare ça sérieusement. Pas un petit zoom comme ça rapide pour redire 100 fois la même chose. Je voudrais essayer de comprendre ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas clair. Notamment cette question d'articulation entre le juridique et le politique. Et il me dit oui, et je demande aussi à Viviane, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est que Viviane, elle était très présente, et sans être... C'était comme si Rainer était là et pas Viviane. Et j'ai à ce moment-là l'occasion de découvrir aussi Viviane, qui est une personnalité totalement atypique. Elle est avocate, elle est éleveuse de moutons. Pourquoi? Parce que c'est une créatrice de chapeaux. Donc attends, tu me dis, avocate, créatrice de chapeaux, et pour faire ses chapeaux, pour sa laine, elle élève des moutons. Donc elle est aussi fermière. Donc personnalité atypique. Il se trouve que leur duo, c'est malheureux qu'il y ait eu ce qui s'est passé, ce que Viviane a fait. Je ne veux pas dire ça ce soir. Mais leur personnalité s'adaptait très fort. Viviane est une personnalité complètement à part, complètement atypique, originale. Et Rainer est un entrepreneur. On l'a vu, c'est un tank, quoi. C'est quelqu'un qui travaille. Quand il faisait ses comités Corona, il avait des invités en anglais, puis après il te faisait la traduction en allemand. Comment le cerveau du gars, le cerveau, bon. Et donc ce duo était extraordinaire. Et elle, quelque part, je développerai peut-être ça un jour et peut-être ça vaudra le coup. Elle a eu peut-être la première idée, elle a tout de suite compris que c'était un coup d'État totalitaire, et peut-être l'idée du comité Corona tel qu'il a eu, c'est elle. Mais la réalisation du comité Corona, c'est Rainer. Donc ils étaient parfaitement associés ensemble. On part à Berlin avec un collègue, mon collègue Colin à l'époque, et on fait une interview qui a été... On a fait 1h30, moi je monte les interviews, c'est-à-dire j'aime pas les trucs bruts, je viens du cinéma, je coupe les redondances, les trucs où ça, pour respecter le spectateur et pas lui faire que le rythme, que l'essentiel soit là et pas des digressions, des choses comme ça. Donc c'est monté, et dans cette interview a lieu à un moment capital. C'est le moment du premier grand jury. Donc, rappelez-vous, les comités Corona qui sont là, qui sont des audiences pour faire sortir la vérité, où il y a 150, 200 experts sur tous les domaines mondiaux qui vont être interrogés. Le grand jury, c'est autre chose. Le grand jury, je vais y venir, c'est le passage à une forme de judiciaire politique. On va y venir. Mais pour le contexte, c'est juste avant le premier grand jury. Il y a d'abord le numéro 0 en janvier. En janvier, le numéro 0, il présente avec d'autres avocats internationaux, Rainer et Viviane, présente ce que sera le grand jury. Le numéro 1, c'est le grand jury commence. Et juste avant, on faisait l'interview dans l'électricité du moment. Il y avait le plateau où Oval Media, avec toutes ses caméras, filmait le grand jury. Et le seul moment pour faire l'interview, c'était juste avant. Ils arrivent avec une heure de retard et ils ont... Incroyable, il décale d'1 heure le grand jury pour faire l'interview avec nous. Mais je vous dis pas l'électricité dans laquelle c'était. Mais l'électricité va donner quelque chose où on va toucher. Je ne me perçois pas autant à l'époque. Maintenant, je le perçois. On va republier cette interview qui a été ultra censurée à l'époque. Je peux vous dire que pour la trouver. C'est la vidéo que tu m'as partagée. C'est l'extrait que je vais te. Et donc, juste après, quand ils partent de l'interview, ils vont faire le grand jury. Et le lendemain, il s'est passé, parce qu'on est resté 3 jours à Berlin avec eux. Il y a eu toute une série d'événements. On a assisté. Ceux qui connaissent le grand jury savent qu'entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a eu un très très grand changement. Et ce grand changement, j'ai assisté, et c'est comme ça aussi qu'on a rencontré Rainer, j'ai assisté à d'autres choses en coulisses. Le lendemain de ce grand jury, l'appartement de Viviane où ça se passait était une ruche, et beaucoup de gens, dont nous étions aussi, ont été mis à contribution sur quelque chose. Un jour, il faudra raconter, mais on a pu se rencontrer en plus d'une interview où pendant 3 jours, il y a eu toute une série d'événements où, avec Rainer et avec Viviane, on a pu se rencontrer. Donc, il y avait une relation qui s'est installée. Et on passe l'extrait et j'explique pourquoi. Ça va. Cet extrait va nous... Attention, elle est montée, voilà. quoi. Parce qu'il est quand même déjà 22h44. Ouais, voilà. ça, quoi. D'accord. Mais on a parlé de scatologie qui est formidable. Parlons Rainer aussi. Non, mais t'as raison. Au moins, t'as remis du contexte. Alors, je vous passe l'extrait. 4 minutes 31. Et ben, on revient en plateau juste après, les amis. Est-ce que c'est sous-titré, j'espère? Oui. Mais il faut que t'enlèves le truc là. Ça va s'enlever. Attends, je vais le mettre là.
Je vais le remettre là. Voilà. I have a question, an important question, because I feel that some people have a hope that on the moment you'll put the evidence on the table, it will be like a traditional judiciary system. The bad guys will be arrested, the good ones will be... And I feel that, in a way, what you are doing is less judicial than political, than giving tools to we the people. Yes, exactly. So, what kind of results do you expect from this court of public opinion, whilst there's no binding jurisdiction for the defendant? Well, we think this is going to be a model proceeding. We think that what we are doing with real experts, a real judge, real lawyers, and real witnesses can easily be repeated in any court of law in any place in the world. Easily, because the same experts will not change their minds. We have spoken with them numerous times. Most of them we've spoken with numerous times. They're not going to change their minds. They're not lying to us. But the reason why we didn't file it within the system is because we have come to the conclusion that the system is totally corrupt, completely, totally corrupted. And that is because the other side, as we call them, or Catherine Austin Fitts calls them, Mr. Global, they have infiltrated every level of society, the healthcare system, the judiciary, the mainstream media, politics. They have installed their puppets pretty much everywhere over the last 30 years. This is something that we had, or at least I had to learn. That's why we have decided to do this outside of the system, but to give people a model proceeding which anyone can emulate. And also, if they come to the conclusion that in their case, maybe in France it's just as bad as it is here, or in Belgium, or in Israel, if in their case their own judiciaries are also corrupt, then they have to do, based on what they learn from this proceeding, they have to create their own courts. They have to create their own courts and elect their own justices, do their own thing, because that is what democracy is all about. Grassroots democracy starts at the very bottom, in the regions, in the communities, because that is where people know best what's good for them. We don't have to wait for anybody to give us the authorization. They have to wait for us to give them the authorization. Even more so now than ever before, because now we know that they're working for the other side. So, if I understand correctly, the law enforcement results won't come immediately. Is that correct? Yes. There's nothing to be enforced because this is an investigative proceeding. We are investigating, we're looking into the real facts with the help of our experts, trying to put together a complete picture of what's going on. The end result of this will not be a verdict or a decision that needs to be enforced, because for enforcement, of course, you need authorities. And if we wanted to enforce something, we would have to file it in the current system. That's why we're doing this as a model proceeding, but this is only the first step. The people will take the second, third, and fourth step, and they'll do what has to be done, because justice needs to be done. So the people who are following your investigation, the message would be they don't have to expect everything from you. They have to take... That's it. If they just stay on the sofa watching and saying, give us freedom, it will never come. They have to go and catch it. They have to do it themselves. They have to realize that we are the people. We have the power. Each and every one of us can do something. Yeah, but what I understand now is that we, the people, have to bring these people behind court. Yes. And that is completely new, because people are not... They're not used to that. They go to work, they have children, they don't take... government and put them to court. No, but they have to take responsibilities. That's what this is all about. We have to show the people that they can't wait for the cavalry to come riding in. There is no cavalry. It's us. We are the cavalry. C'est bien dit ça. Il n'y a pas de cavalerie, c'est nous la cavalerie. Et là, avec cet extrait, alors, il y a beaucoup plus encore dans l'interview. Oui. J'ai gardé les moments essentiels. On peut la retrouver sur votre chaîne ? Alors, on va la republier.
Parce qu'elle a été massacrée, vraiment. Elle avait réussi à faire son chemin sur Rumble. Et évidemment, Rumble avait été censuré en France à cause de ça. Enfin, et à un moment, et donc nous à l'époque, on savait pas trop faire la promo des trucs, on savait pas, on sortait des trucs. Et puis, je me suis aperçu en la réécoutant pour l'émission à quel point elle est toujours d'actualité. Oui, c'est elle est toujours capitale. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Parce que là-dessus, on a l'ampleur du malentendu qu'il y a eu entre Rainer, considéré comme sauveur par la résistance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, il est avocat, il part le sabre au clair en 2020, avec Viviane, avec d'autres avocats. Au départ, il y avait plus d'avocats que le comité Corona. Et en se disant, on va... tout est tellement illégal ce qui se passe, les masques, les tests, l'épidémie de tests dont il a parlé, les épidémies de tests PCR, tout ça est tellement illégal, c'est tellement fou, qu'on va démontrer dans ce qu'il savait faire. Il avait obtenu, le gars, il venait sur 3 victoires, la Deutsche Bank, Volkswagen, Kuehne+Nagel. Et il part sabre au clair. Donc il part sur ce qu'il sait, ce qu'il fait très bien, le judiciaire. Il essaye, avec Viviane, avec d'autres avocats, de trouver la solution pour amener, et donc avec un réseau d'avocats aussi très important. On pense à Virginie d'Arajour en France, on pense à... Beaucoup d'avocats ont été autour de... Ils vont essayer d'amener sur le terrain judiciaire. Et puis, ce qui s'est passé peu à peu, et il l'a très vite dit, il a peut-être dit une fois Nuremberg 2.0, et très vite, écoutez bien ses interviews de l'époque, très vite, au bout de quelques mois, au bout d'un an, il dit aux gens, non, arrêtez de parler de Nuremberg 2.0. Il se rend compte que, d'abord, c'est très très fort en face, et que, peu à peu, ce qui est en train de se passer, il est en train de basculer vers le politique. Et là, le politique, je rappelle, au sens noble du terme, parce que quand en politique, les gens entendent parti politique. Donc, je parle du fait que le peuple est souverain, alors que le judiciaire, les juges jugent. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui se passe ? Ici, si on écoute bien, donc, il y a les comités Corona qui font la vérité. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Ce qui est capital dans ces passages, il dit, avec le grand jury, tout le monde attendait que le grand jury soit... Il était parti pour faire une class action. Cette class action se casser les dents. Senta pourra nous en dire plus parce que Senta a aussi été partie prenante et elle en sait plus que moi là-dessus. Mais en tout cas, sur ces class action, elles n'ont pas lieu. Et peu à peu, quelque part, je pense qu'il a compris que le judiciaire était une impasse. Et donc, en faisant le grand jury, qui est un ancien système américain peut se constituer un tribunal populaire. Il peut, des jurés populaires peuvent se constituer avec des vraies personnes qui jouent le rôle d'avocats, de juges, et on juge dans des formes de tribunal, parallèlement au tribunal. Si tu fais ça, ça s'appelle un grand jury. Mais ça reste dans le système judiciaire quand même, tu vois. C'est là qu'est tout le paradoxe. Dans le vrai grand jury américain, ça reste dans le système judiciaire. Et lui, ils sont servis, avec Viviane, Rainer et Viviane, de ce système-là, pour le faire hors du système. Et c'est ce qu'il dit. Le système est corrompu. Il n'arrête pas de dire. Il le dit. Je peux vous dire que j'ai coupé. J'ai refait l'extrait. Il le dit. Il le répète tout le temps. Le système est corrompu. Donc, il dit soit, par chance, en faisant ça, le système reprendra ce modèle de justice que nous faisons, soit il faudra le faire en dehors du système. Mais ce qu'il appelle, il le dit bien, que tout le monde fasse la même chose. Mais si tu as des grands jurys populaires, pas une fois, mais dans tous les pays. Et ça devient du politique. Une fois, c'est une imitation de la justice. Mais si tout le monde le fait, si nous montons tous au créneau et le faisons, ça devient une vague politique. Ça devient un acte politique. Si tout le monde se met à remplacer le système judiciaire, c'est un acte politique. Si nous considérons que le système judiciaire est défaillant et qu'il ne peut plus, qu'il est corrompu, et que nous essayons de retrouver une justice à partir du peuple, c'est un acte politique. Et c'est là où il devient dangereux. C'est là où il devient. Mais cette histoire j'allais y venir, il manque une petite pièce dans l'histoire. C'est que j'ai perdu le fil. Le sauveur, c'est ça. C'est-à-dire, on parlait du sauveur. Donc, il est vu comme sauveur judiciaire, comme l'initiateur d'un Nuremberg 2.0. Et lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il n'est pas sauveur. Et il me dit, ce n'est pas dans l'interview, j'ai recherché, mais ma mémoire l'a gravé, je pense que c'est en marche, je pense que c'est le lendemain quand on a parlé, qu'il me dit, je lui dis, mais au fond, je me souviens bien de la phrase, au fond, ce sont des outils donnés à tout le monde pour se réapproprier sa propre souveraineté. Ce que lui et Viviane faisaient, à ce moment-là, c'était donner des outils, et ça s'appelle de la politique. C'est-à-dire, regarde l'ampleur de ce qui est en train de t'arriver, l'ampleur de l'attaque faite politique, qui est faite contre nous. Voilà tous les éléments qui donnent, à partir du moment où la conclusion est, tu reprends vite
ce que je disais tout à l'heure, tu reprends souveraineté sur ta vie parce qu'en face, c'est dangereux. Ouais. Et donc, ce n'est plus un acte judiciaire. Et ce qu'il dit là, c'est... Mais on sent qu'il est gêné parce qu'il s'extrait du judiciaire pour aller vers le politique. Et donc, du sauveur juridique aller nous sauver, et quelque part, il y a une espèce, on a envie que ça arrive, que ce Nuremberg arrive et que ça y est, on en finisse avec toutes ces saloperies qu'on subissait. Mais ce Nuremberg n'arrivait pas. Lui, il est en train de nous dire à ce moment-là, le Nuremberg n'existe pas. Vous êtes, vous tous, les acteurs de votre propre souveraineté. Prenez-vous en main. Je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire. Oui. Faites-le tous et nous gagnerons. C'est le meilleur conseil à donner. Qu'est-ce que tu en penses, Santa ? Je vois, tu notes. Il y a des choses à dire. Oui, écoute, parce que merci, parce que je trouve que c'est vraiment une superbe présentation. C'est pas évident. Et puis, cette vidéo, elle est vraiment très, très bien. Donc, moi j'ai rencontré Rainer à Berlin. Quand on a vu avec Kennedy, où ils avaient brièvement fait connaissance, mais il y avait énormément de monde à ce moment-là. Et ensuite, j'avais quand même un peu suivi l'affaire, ce qu'il faisait, notamment avec les tests PCR, tout ça. Parce que c'était son truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, c'est lui qui a dénoncé en tant qu'argument possible, argument juridique. Il a dit, voilà, la pandémie, en fait, c'est un truc frauduleux, ça repose sur des tests frauduleux. Okay. Donc, si on attaque sur les tests, on fait tomber le bazar, juridiquement. Et donc, moi, je trouvais ça génial. Et j'avais rappelé Kennedy en disant, il faut écouter ce mec-là, il est bien, il a un argument génial, allons-y. Et donc, à partir de ce moment-là, Children's Defense, donc l'assaut de Kennedy, a pris contact avec lui. Il y a eu, une fois chaque semaine, pendant assez longtemps, même plusieurs années, il y a donc eu des réunions, c'était pas que avec Rainer ou sur les trucs de Rainer. Au début, c'était à partir des trucs de Rainer, et puis c'était des réunions hebdomadaires. Et il y avait des juristes, des scientifiques, et des experts, des médecins, des lanceurs d'alerte, des journalistes, etc. Il y avait un petit groupe, donc voilà. Mais au départ, c'était vraiment l'argument central. Et donc, nous, on était persuadés, et il y a toute une série d'avocats qui étaient proches de Kennedy, qui ont utilisé les informations de Rainer. Ce truc, voilà, c'est celle de Rainer et d'autres, parce qu'en fait, le truc, c'était que chacun s'échangeait les infos, que ce soit lui, que ce soit d'autres, etc. Il y en a qui parlaient, voilà, qui avaient analysé, qui essayaient d'analyser le vaccin, etc. Donc, déjà, au départ, on peut dire, ces informations ont été utilisées par certains, parfois... notamment aux États-Unis, parfois avec du succès, parfois pas. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait très vite cet espoir de la fameuse class action qu'on ne peut pas faire chez nous. C'est vrai. Hein, donc, c'est-à-dire l'action collective. Et là, je pense qu'au départ, Rainer, il était lui-même persuadé, d'ailleurs, il le dit dans l'interview, ok, il y est allé, puis petit à petit... sa compréhension s'est ouverte, il s'est dit, ok, là, c'est un peu plus grand que juste Deutsche Bank ou quoi, c'est un complot mondial. Et donc là, il a été un peu prisonnier, on va dire, de cette première attente. On a parlé de l'association, de tous les avocats qu'elle allait rejoindre, etc. Donc il y avait ce mouvement collectif, les milliers de gens qui suivaient les séances de Corona Ausschuss chaque semaine. Et puis, il y a eu le fait qu'il était un peu coincé parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas gagner. Il n'allait pas gagner tout seul contre l'ordre mondial. Et donc, c'est là où il s'est retrouvé. Mais nous, on était toujours... Le problème, c'est qu'il a toujours oscillé avec un pied dedans, un pied dans l'action juridique. Hein, donc, il dit, voilà, moi, je vous fais un procès modèle, mais vous, saisissez-vous du truc et allez-y, allez le faire. Et donc, et donc, les gens attendaient quand même, moi je sais que chez CHD aussi, et moi aussi, voilà, on attendait qu'à un moment on y aille quand même. Moi je voulais attaquer Drosten. C'était qui déjà lui, Drosten? Alors Drosten, c'était le mec, toujours des Allemands, hein, les Allemands. Au centre. Sale rôle. C'est le mec qui avait fait les tests PCR. Ok. C'est le père des tests PCR. Voilà. En 48 heures. En 48 heures, ouais, tout à coup. On a dit un virus, pof. Okay. Et donc, moi, j'attendais pour aller attaquer Drosten, qui était un expert de l'Union européenne. D'accord. Qui n'était pas protégé, tu vois. Et donc, bon, voilà, ça s'est pas fait. Et donc, nous, on attendait. Puis finalement, il y a eu toutes ces attentes hallucinantes sur... Le mot était lâché, Nuremberg 2. Et là, les gens, ça, c'est vraiment cette composante, je pense, mythologique, tu vois. Donc, lui, rapidement... Il a compris que c'était pas le bon truc,
Mais en même temps, les gens se sont accrochés à ça. Moi, je ne pouvais pas sortir de chez moi pendant des mois, puisque forcément, je connaissais Kennedy, je connaissais Rainer, c'était the big truc, on ne pouvait pas aller boire sa bière tranquille sans avoir son passe sanitaire. Et les gens me disaient, Fulmich, Nuremberg, et ils attendaient d'aller boire leur bière. Voilà, on allait mettre Bill Gates. Mais là, sur les gens, permets-moi, quand même. Je me souviens très bien, parce que pour préparer l'interview, j'en avais revu, d'abord je les suivais en général, j'en ai vu beaucoup. Et je me suis aperçu à quel point il passait plus de temps à dire « ce n'est pas un Nuremberg ». Il l'a dit au début, c'est un peu le principe de communication. Tu dis un truc au début, après tu as beau dire 100 fois le contraire, tu dis « attends, c'est ça, ce qui reste c'est la première fois que tu as dit ». Et donc, mais lui, il n'arrêtait pas, il était pour moi, et pour moi c'était très clair. Mais je m'apercevais de ce que tu dis. Et donc c'est pour ça que dans cette interview, ça avait été, on avait parlé de 3 ou 4 très gros sujets, ça a été un des gros sujets parce qu'il fallait lever ce malentendu. Et lui, tu vois bien que les extraits, il est là, c'est ça, il est content, content de dire, on voit que t'as compris. Mais moi, Tiens, un tout petit mot, parce qu'il y a France qui fait un commentaire intéressant là-dessus et qui ramène au premier sujet, qui dit, mais pourquoi est-ce que Kennedy n'essaie pas de le rapatrier? Mais là, ça créerait des problèmes diplomatiques. Parce qu'il a la nationalité... Non, je viens de vérifier, il n'est pas du tout américain. Non. Donc ce commentaire ne peut pas tenir, mais on ne peut pas rapatrier tout le monde, surtout si effectivement c'est pas un américain. Il est admis au barreau de Californie. D'accord, ok. J'ai pas ça fait pas de la nationalité, ça. Non, pas du tout. Je voudrais parler, enfin quand tu veux, je reprendrai le fil. Oui, mais ça, tu voulais, vas-y. Ah ouais, du coup, ça va couper aussi. C'est vrai que j'avais... Ah, mais laissez parler les autres un petit peu. Non, mais c'est vrai que... Je pense qu'à un moment, il était lui-même, en fait, dans cette ambiguïté. C'est-à-dire que les gens, même si... tu vois, il y a des fois où tu sais que tu vas pas gagner, mais tu le fais quand même, tu vas quand même. Moi, en France, on savait bien qu'on n'allait pas gagner. Moi, je me suis battue avec la Ligue, je suis membre de la Ligue nationale pour la liberté de vaccination. Quand ils sont passés des 3 à 11 vaccins, on a quand même, tu vois, tu vas quand même. Kennedy, c'est la même chose. Tu tentes, tu vas quand même, ne fût-ce que symboliquement. Tu peux pas te regarder dans un miroir en se disant... j'ai pas déposé, j'ai pas porté plainte, tu vois. Et donc, le problème, c'est qu'il y avait souvent cette ambiguïté et les gens, ça crée la confusion dans l'esprit des gens. Et donc, pour moi, ça c'est le désaccord qu'on a, moi, quelque part, je pense qu'il a eu tort de faire les grands jurys, entre guillemets, sous une forme qui a créé la confusion. Voilà. C'est pour ça qu'on est en désaccord. Parce que moi, je pense que c'est pour ça qu'il était dangereux. C'est là qu'il est devenu hautement dangereux. Parce qu'au fond, il y a une première phase où il fait les communautés Corona, qui est pour sortir la vérité. Première phase, qui doit déboucher sur une class action. On va vers la deuxième phase et il s'aperçoit que c'est pas du judiciaire. Il le dit pour moi très clairement. Moi, je n'avais pas, il me semblait qu'il n'y avait pas de malentendu. Et il va vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une action dans les tribunaux, il se dit, il faut donner aux gens la possibilité de reprendre le pouvoir, reprendre leur souveraineté par eux-mêmes. Mais c'est beaucoup plus dangereux. Et ça, là, je pense que tu as raison. C'est-à-dire, c'est le moment, en fait, où il commence à vraiment questionner la légitimité du gouvernement allemand. Et quelque part, la France a eu les gilets jaunes, tu vois. À ce moment-là, la France a eu quelques années de gilets jaunes. Les Allemands n'ont pas encore eu ça. Je voudrais reprendre le raisonnement, parce que il y a une part de raisonnement qui manque et qui est essentielle. C'est que, donc, pour moi, c'est là qu'il devient dangereux. C'est au moment où il donne l'empowerment, la possibilité à tout le monde d'avoir les outils pour reprendre le pouvoir. Et c'est là que ça arrive. Donc ça, c'est quand cette interview a lieu en février. Après, il y a une dissension interne, une dispute interne, horrible dispute, vraiment stupide et vraiment pourquoi ça a eu lieu, où c'est d'abord Viviane Fischer qui, en septembre 2022, donc quelques mois après cette interview, va dire Rainer et va dénoncer des soi-disant... alors qu'eux-mêmes avaient une comptabilité qui était foutraque, quoi. Là, il s'est passé un phénomène. Et ça, je voudrais vraiment qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est essentiel. Ce qui s'est passé. Donc, je connaissais les deux. 24 heures, je suis stupéfait. D'abord, pour dire la vérité, plusieurs personnes le savaient avant. Et donc, plusieurs personnes ont essayé de dire surtout, faites pas ça, quoi. Enfin, faites pas ça. C'est Viviane qui le faisait. Surtout. Et quand c'est fait, stupeur. La résistance allemande, les proches du comité Corona, se rangent du côté de Viviane. Et là-dessus, et c'est là que je voudrais parler de mon ami Kerstin. Donc Kerstin,
sans qui c'est de notre amitié, de notre association et du travail de Caroline, de nous trois, qu'est sortie cette série de défense à BAM de Rainer Fulmich. Donc je voudrais parler de Kerstin. Kerstin, et je suis ému en parlant d'elle parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Kerstin a compris assez vite et a fait un tour de la souveraineté, a été une résistante qui a pris contact avec plusieurs pays, elle parle plusieurs langues, est allée voir quand elle a compris qu'il y avait donc dès 2021, elle a commencé à prendre par elle-même une citoyenne qui, alors elle y est allée, je peux vous dire, elle y est allée. Et évidemment, elle était employée par Oval Media. Elle était salariée chez Oval Media, donc chez Robert, qui était proche de Viviane. Donc, il y avait un conflit de loyauté. Je raconte des choses internes, mais vous allez voir que c'est très important. C'est pas la petite histoire. Et donc, Rainer avait son patron qui était dans le camp des dénonciateurs de Rainer. Et puis, Kerstin et moi, on parle souvent, on échange beaucoup. Et moi, qui très vite, au bout de 24 heures, je raisonne, je me dis, attends, c'est quoi le problème? Il y a des dons qui ont été faits pour que les gars, ils bossent pour sortir la vérité. Le gars, il a bossé pour sortir la vérité. Je me fous de savoir si sa comptabilité est en ordre ou pas. Ne m'embêtez pas avec ça. Et alors que les Allemands disaient, attends, si t'es pas transparent dans ta comptabilité, tu peux pas... Mais attendez les gars, on est en train de parler de résister aux globalistes. Je vais pas savoir s'il a payé sa note de resto. Je m'en tape, quoi. C'est plus que ça, d'accord. Ok. Non, mais finalement, à l'arrivée... Non, mais finalement... Attendez, finalement, à l'arrivée, et je vais y venir, on arrive à 5 600 €. Ça, là... La journée 49, l'avocat a montré qu'on en est à 5 600 € le problème. Ouais. Non, mais donc finalement, ça arrive à ce que je dis. Mais il y avait près de 2 millions sur le compte. Bon, oui, mais cet argent... Mais au début, mais l'argent, il n'est pas chez Rainer. Là, il est chez ceux qui l'accusent. Donc, c'est ça le pire. C'est que maintenant, l'argent, il est reparti. Exactement. Mais donc, je voudrais en venir à Kerstin. Et avec Kerstin, de notre débat, donc Kerstin sentait que quelque chose n'allait pas et elle était prise dans ce... Et donc, on a réfléchi ensemble. Kerstin entendait la résistance allemande. Moi, j'étais stupéfait qu'il soit abandonné. Et maintenant, je l'explique. Pourquoi la résistance allemande a abandonné? Parce qu'il y a eu une forme de déception. C'est ce qu'on disait. Ils attendaient un sauveur, mais le malentendu, à mon sens, vient d'eux. Ils attendaient un sauveur et tout d'un coup, ah ouais, en plus, il a piqué dans la caisse. Et là, il y a autre chose. Brûler ce qu'on a adoré. Il y a cette chose incroyable, c'est que quand on a tellement investi dans quelqu'un, eh bien... Et ça, on va l'observer dans la résistance. Je suis stupéfait par la quantité de calomnies internes qu'il peut y avoir. Certaines personnes qui sont des faux résistants sont dénoncées, c'est très bien. Mais dès qu'il y a une calomnie, les gens disent « Ah ouais, elle aussi ou il aussi est pourri ». Mais attendez les gars, la première chose quand on a une sœur d'armes ou un frère d'armes, quand il est attaqué, c'est d'abord lui faire confiance, lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est pas de marcher dans la calomnie. Les gens attaquent direct. Et là, il y a eu ce truc, mais incroyable. Et donc, c'était très intéressant d'une amitié avec Kerstin, de ce débat où on cherchait à deux la vérité. Et c'est là qu'arrive ce qu'on a dit tout à l'heure, il fallait attendre un élément fort. Au début, Kerstin racontait les conditions de détention et on avait commencé par travailler là-dessus, sur ce qui finalement sera le numéro 4, c'est-à-dire ces conditions iniques, qui montrent que s'il est traité comme un terroriste, ça veut dire que l'État allemand dit « je le considère comme un terroriste », et non pas comme quelqu'un qui a détourné de l'argent. Enfin bon sang, il est avec une mitraillette et enchaîné. C'est pas un problème de comptabilité. C'est une guerre psychologique, parce qu'il faisait une partie de sa défense lui-même. Il était très combatif, c'est le titre d'un des numéros, et quelque part, il voulait psychologiquement le casser. Et actuellement, il est comment psychologiquement? Je vais y venir. Ouais. Si je vous fais la chronologie. Parce qu'on a passé 4h05 d'émission. Ouais, mais... certes, mais ne mettez pas Rainer Fulmich trop court à la fin. Les 4 heures, c'est toujours un palier. Peut-être, mais laissez, parce que c'est important ce qu'on va dire, et je vais parler de comment il va. Mais j'y viens. En fait, c'est des sujets, tu peux en parler toute la nuit. N'allons pas vite sur Rainer Fulmich. Tout à l'heure, quand j'ai dit on dépasse pas 5 heures d'émission, on s'est tous foutus de ma gueule. Attends, mais tu délires, en 2h30, c'est plié. De pas y répondre tout de suite, continue. Mais si quelqu'un a des idées, il y avait Jean-François dans le chat qui posait une question intéressante, qui dit moi j'aimerais bien aider les gens comme ça. Je dirais tout ça. Il y a peu de soutien même dans la dissidence française. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Il dit j'ai du temps, je peux travailler à distance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà. Je vais y venir. Donc quand on a eu ce document, on pouvait. Personnellement, j'attendais le moment où on pouvait s'appuyer. Et puis il y avait Kerstin aussi. Kerstin a fait, à partir de ce moment-là, oui, donc je disais, on allait parler de la persécution en prison, et quand est arrivé ce document, on a tout inversé, on avait enfin l'élément fort, puisque les services secrets, on avait un document qui disait que depuis 2 ans, ils le guettaient. Ça y est, on pouvait commencer à faire une démonstration. Mais c'est aussi une affaire humaine, et qui montre ce qu'est la résistance. Je ne suis pas journaliste,
je suis dans un média. Et Kerstin n'est ni journaliste, ni aller dans les procès. Pourtant, elle l'a fait. Elle habite à Berlin, elle a fait des trajets avec Göttingen, et elle avait aussi, puisque la résistance allemande était plutôt à l'époque défavorable à Rainer, c'était difficile pour elle. Donc à ce moment-là, nous à BAM, on a dit, comme c'est une œuvre commune, beaucoup de gens nous oublient dans l'histoire. BAM, nous sommes aux parties prenantes dans cette affaire. C'est-à-dire que de l'alliance où nous, médias, disons, Kerstin, tu peux aller au tribunal, t'es couverte. Si t'arrive quelque chose, on est là. Et surtout, elle nous envoie des documents. Le talent de Caroline de mettre en forme de journaliste, parce qu'on recevait des documents, c'est des montagnes de choses qu'il fallait traiter, quelles sont les priorités. Et donc, notre trio, Kerstin sur place, Caroline qui sait très bien hiérarchiser les choses, et puis moi qui, vous constatez le public, je suis plutôt à être un peu comme un volcan, à dire ok, ouais, cette association a donné cette défense. Parce que pour moi, il est hors de question qu'un frère d'armes... C'est tout à l'heure, on a dit... Ah, je tape sur la table. Tapoter sur la table. Excusez-moi, public, ça fait... Ça, vous donc êtes voilà. Dolby Surround. Et on arrive maintenant à ce qui s'est passé. Avant, ça faisait longtemps qu'on voulait aller le voir en prison. On n'a pas la vidéo parce qu'on n'avait pas le droit on n'avait même pas le droit de noter quelque chose, vous verrez. Mais on a fait, Kerstin et moi, on a été le voir en avril, un peu avant le verdict en prison. Comment il va ? La vidéo qui va sortir va vous le dire. En quelques mots, il est à la fois très marqué, vous le voyez dans la petite vidéo qui a circulé au verdict, et à la fois, il est le même, j'ai retrouvé le même regard chez lui, le même combativité, et vous allez voir, dans la prison, en fait, il y a des gardiens qui deviennent de plus en plus sadiques, mais d'autres qui commencent à l'aider. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et comment on peut... Donc, on va continuer à publier des choses sur lui, on ne va pas le lâcher, et puis on est en train de penser à comment on peut l'aider plus. Pour l'instant, la chose à faire, circule l'adresse de sa prison, on va la remettre sur BAM, on va la republier. Elle est dans un des articles qu'on a fait de toute façon. L'adresse, écrivez-lui, il nous l'a dit, on lui a demandé de quoi il avait besoin. Donc quand on l'a vu en prison, c'est la première question que je lui ai posée. Rainer... Cela dans une émotion assez forte, parce que quand on l'a vu, et Kerstin et moi, on s'est tombé dans les bras, quoi. Et après, la question de quoi tu as besoin, et là, je vais vous raconter une chose en plus, qui raconte ce qui va se passer. Je lui ai dit, juste la veille, j'ai eu une victime des vaccins au téléphone, elle s'appelle Roselyne. Avant, c'était une sportive, elle était infirmière dans les gardes de nuit. Elle était une femme de... Là, elle est en fauteuil roulant, son système immunitaire est effondré, et pourtant, elle garde le sourire, elle garde une combativité incroyable. Et elle avait entendu parler de Rainer, ah ouais, tu vas en Allemagne et tout ça. Et je dis, ouais, et elle dit, mais cet homme, en fait, il s'est battu pour nous alerter pour le vaccin. Alors, tu lui dis, moi, je ne le connais pas, mais tu lui dis que je lui transmets... Donc, depuis sa chaise roulante, que je lui transmets tout le courage, que je lui transmets toute ma force, et que je lui transmets tout mon amour. Et j'ai dit ça. On a posé la question à Rainer de quoi tu as besoin, et je lui ai dit, avant toute chose, tu sais, Rainer, en ce moment, dehors, les victimes sont en France, les victimes de vaccins, elles sortent là. Elles sortent au grand jour, les gens que tu as alertés. Et il y en a une en particulier, je lui ai dit ça. Et Rainer, il n'est pas à montrer ses émotions. C'est du style, ses émotions, il les garde bien au fond. Je peux vous dire que là, elles étaient... Et là, je me suis dit, c'est pour ça qu'on va gagner. C'est pour ça. Parce qu'à un moment, on est tous attaqués, affaiblis. Lui, il est traité comme un terroriste. Ils veulent le briser, ils ne le briseront pas. Les victimes, même dans leur fauteuil roulant, vont se battre. Nous, on va continuer. Moi, je m'en fous. Ils peuvent tout. Je m'en fous. Je me bats jusqu'au bout. Et on est beaucoup à le faire, nous tous ici. Et tous ensemble, avec ça, les gens affaiblis, attaqués. Je me suis dit, de l'alliance entre Roselyne dans sa chaise roulante et lui traité comme un terroriste et brisé, de cette alliance-là naîtra la victoire. Et je pense que lui, il a compris, et je lui dis, il y a une vague qui va venir pour toi, et on va le faire, tous ensemble, on va le faire. Merci pour ce très très beau message. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Parce qu'on a 4h10 d'émission. Je pense que... La petite réponse d'abord sur qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Non, c'était la question de Jean-François. Important. Sur comment les gens peuvent aider Rainer. La première chose à faire, il nous l'a dit. Je savais que c'était bien de lui écrire, il l'a dit. Et quand je lui dis de quoi tu as besoin. Tu connais pas le nom de la prison là pour donner. J'ai pas l'adresse. Rosdorf, on va le mettre. Je vais te. Pendant qu'après il y aura quelqu'un qui parlera, je vais la chercher, je vais la donner. On le mettra. Je vais te le faire. Mais de toute façon, on va le publier très bientôt. On a une publication pour parler de ça très vite. Donc très vite vous l'aurez. Si vous l'avez pas maintenant ce soir, on va le publier très vite. Et il est de toute façon dans nos publications. Il est dans une des publications. Il y a l'adresse de la prison. Lui écrire, parce que lui, il a besoin de sentir justement qu'il n'est pas abandonné. Justement que la résistance ne l'a pas considéré comme un... Au passage, les résistants déçus par lui, qui en le considérant comme un sauveur, l'ont aussi abandonné. Ils sont en train de revenir.
des gens, je ne vais pas commencer à citer des noms, mais des gens qui ont été très critiques en Allemagne sur lui sont en train de se rendre compte maintenant que peut-être ils sont complètement plantés, quoi. C'est intéressant qu'il y ait eu ces bruits parce que. Prison de Rosdorf. Prison de Rosdorf, j'y viens. Alors l'adresse exacte. Attends, je confirme Lazare. Après, je suis pas obligé de finir ma phrase. Mais... Pardon. T'as raison. C'est pas moi qui t'ai interrompu cette fois. T'as raison. Ne finis pas ta phrase. On finira plus vite. Et du coup, à l'époque, donc, à François, on suivait le truc. Et c'est vrai qu'on voyait, on était en contact avec certains de ses proches qui travaillaient aussi, des proches français. Et c'est vrai qu'il s'était brouillé avec pas mal de monde. Donc c'était étonnant ça. Et c'est vrai que ça aide pas à tenir. Mais on voit dans tous les cas, c'est abominable ce qui lui tient. Donc faut rester soudé peu importe ce qu'on fait dans la dissidence. Franchement, il a pris cher. Ils veulent faire un exemple. De toute façon, au moins comme ça dissuade les autres. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ah mais c'est vraiment le truc. Qu'il y ait quelqu'un qui prenne pour tout le monde, que ça dissuade les autres. Le truc important, et là-dessus, t'as raison. Là, de ces sujets-là, Juvin Brunet, la même chose, détournement de fonds, il a fait 6 mois de prison. Abus de confiance en France, enfin, accusé de ça. Il a toujours aucune preuve qu'il ait volé quoi que ce soit. Rainer Fulmich, c'était quoi le troisième exemple qu'on avait de la même manière? Michael Ballweg. Oui, Ballweg, juste avant, voilà. Dont l'interview va sortir très bientôt là sur Nexus. Dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc, effectivement, ce côté-là, moi, ça me fait dire, en tout cas... nous, on est journalistes, là, on n'a pas le droit de donner des conseils ou ce genre de trucs, mais quelqu'un qui analyse, là, aujourd'hui, ce monde associatif, si demain, il veut créer un mouvement, il doit faire une levée de fonds, dans tous les cas, pour faire avancer ce mouvement, mais il faut bien faire attention, parce que, visiblement, le pouvoir a trouvé un biais pour casser ces mouvements-là. Exactement. On voit bien que là, maintenant, de fraude, là, demain, quelqu'un qui monte comme ça, qui a 1 million et tout, a priori, le truc, c'est de dire « Ah, il est passé sans avoir s'être mis d'accord avec son collectif, son comité. » Voilà. Donc voilà, c'est en gros, dans une association, tu as un comité directoire. Quand tu as 1 million qu'on t'a donné, c'est comme si nous, à Nexus, on nous donne 1 million de dons, on peut pas faire n'importe quoi avec ça. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment la question, c'est de... ceux qui auraient les futurs Rainer Fulmich auraient bien avisé de faire attention à leur utilisation de leur argent, parce que derrière, des gens mal intentionnés qui sont... J'aimerais bien qu'on en sache plus sur comment est-ce qu'ils arrivent à autant condamner sur détournement de fonds, parce que ça semble être le nouveau truc du tentative. Enfin, pour Michael Ballweg, en tout cas, c'est tentative de détournement de fonds ou de fraude. C'est-à-dire qu'ils vont même aller chercher l'intention d'avoir voulu frauder. L'intention. Voilà. Et Michael, il me disait, d'ailleurs il le dit dans l'interview, c'est vraiment un cirque. Ils font venir des gens pour essayer de prouver que... Il dit, mais attendez, il n'y a rien. Enfin, personne n'a porté plainte contre lui. Des gens qui ont donné l'argent. Il est débiteur lui-même de 200 000 euros. Enfin bon, bref. Mais c'est une façon aussi de dissuader les autres. Complètement. Donc effectivement, ça devient des cas d'école. Hein. Les Juvin Brunet, les Rainer Fulmich, voilà, à des proportions différentes. Mais c'est quand même intéressant. Et effectivement, si on veut s'organiser, comment faire? C'est vrai que je pense que si on lève autant d'argent, il vaut mieux être irréprochable, mais ils trouveront toujours quelque chose. Oui. Il faut que les gens comme ça leur donnent le moins d'outils à utiliser. Il faut d'abord devenir riche et mettre son propre argent. Voilà. Et tu vois, que ce soit Juvin Brunet, Ballweg ou tout ça, c'est vraiment c'est des sujets qui sont internationaux. C'est pas vraiment... ça n'est pas... Tout à l'heure, il y avait Nathalie, on en parlait dans le chat, qui disait « Ah, mais j'aime bien quand vous parlez plus de la France. » Et en fait, non, là, c'est des politiques mondialisées. C'est des trucs qui arrivent en France, en Allemagne, et on est tombé d'accord après, finalement. Mais c'est intéressant de se dire, non, là on parle pas d'un sujet franco-français ou germano-allemand, quoi. On parle vraiment d'un sujet qui peut toucher tout type de personnes qui veulent faire avancer les choses de manière bienveillante. Donc, quelqu'un a partagé l'adresse dans le chat. J'allais le faire, oui. Voilà, de la prison de Rosdorf. Je vais te l'envoyer, tu peux le mettre sur toi, parce que je te l'envoie tout de suite. Tu peux la mettre en grand si tu veux. Je te l'envoie, j'allais le faire. Allez, envoie-moi ça et je le partage dans le chat. Les amis, on est quasiment à la fin d'introduction de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait? J'allais vous demander. Ça, c'était le sommaire, non? C'est le sommaire. Oui, c'est la deuxième partie. C'est la table des matières. C'est l'apéritif. On fait comme disait tout à l'heure Laurence, on va faire un entracte. Je crois que c'est Sam tout à l'heure qui nous a dit, allez les gars, là faut passer le cap des 5 heures. On n'a jamais fait 5 heures. On a déjà fait 4h40, je crois. Pour l'instant, c'est notre record. Franchement, là, je suis en jeûne intermittent. L'adresse de Rainer. Je l'ai envoyé par mail. Par mail. Ok. Alors, tu as le mail avec l'adresse. Alors, j'attends que les réseaux. J'ai pas encore reçu.
C'est le temps que ça fasse le tour du monde. C'est ça, nos ordinateurs sont quasi collés l'un à l'autre. Mais ça fait le ça. Ça y est, c'est bon, j'ai reçu. Tu sais que dans le chat, Marco, le là, chat est bon. Je vais le mettre. Moi, je lis tout. Ah oui. Je lis tout. Encore, vous êtes super. Encore, il y a un filtre. Voilà. Tu peux l'afficher si tu veux. Je viens de le partager, Miloud. Mais je lis tout ce qui est affiché. Dans le chat, tout le monde dit j'en peux plus, je suis mort de fatigue, je vais aller dormir, mais c'est passionnant. Donc, les gens n'arrêtent pas. Mais c'est vrai que là, le passage, c'était bien d'avoir une. C'est intéressant. Il faut en garder sous le coude parce que. On a une deuxième émission aussi. Préparée. Attends. Et d'ailleurs. Non, mais moi. Vas-y. Pour l'adresse qui est là, parce que, en fait, bon, c'est normal, les lignes ne sont pas pour que ce soit clair. Donc, c'est Rainer Fulmich, on l'écrit à l'allemande. FUE, c'est à la c'est pour. Parce que l'écriture allemande, c'est FU, umlaut, les 2 points. Fulmich. Après, à la ligne, JVA Rosdorf, donc c'est pas la suite. Après, à la ligne, c'est la rue, enfin, l'adresse, quoi. La rue, c'est pas une rue, quoi, mais Am Grossensicke. Non, pourquoi c'est 87 ? C'est quoi ça ? Non, oui, ça va être c'est 8, c'est le numéro de la rue. Passez bien à la ligne. Ouais, il faut... Ah oui, attends, je vais essayer de la refaire en live. Parce que tu vois, avec les... Je vais m'en occuper, donc. Ah non, je peux pas. Ouais, attends, comment on fait ? Le numéro de la rue. Un espace ici. Ensuite, là, je mets une virgule. Et débrouille-toi avec ça, Miloud. Je viens de Merci, Kerstin. Alors, est-ce que c'est bon ? Ouais, c'est à peu près. Ouais, c'est bon. Là, on comprend. Grossensicke 8. Après, le code postal 37124. Rosdorf et Allemagne à la ligne, bien sûr. Oui. Bon. Voilà, vous nous excuserez, on peut pas vraiment faire de la mise en page dans le chat. Dans pas longtemps, on publiera la vidéo de Kerstin et moi à la sortie de prison. On montre la prison et on dit comment il va. Et l'interview aussi de l'extrait de tout à l'heure. Et l'interview, on va la republier. Je vais la chapitrer. Je vais la faire bien. On pourra peut-être en parler dans notre prochaine émission. Yes. Parce que tout ça, c'est pas un one shot. On va essayer de refaire. T'as ton sujet aussi. Non, mais moi je.